Bonjour, merci de nous rejoindre sur TV78 pour une nouvelle édition du 7-8 Société. Aujourd'hui, nous parlerons drogue, dépendance, mais aussi guérison et réinsertion. Bonjour, docteur Christine Camus-Cartreau. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes addictologue à l'unité d'addictologie du centre hospitalier de Plaisir. Et puis, bienvenue à Garance Scharf. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes réalisatrice d'un documentaire que nous allons découvrir sur ce thème dans quelques instants. Ce documentaire s'intitule Anna. Anna, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Après une adolescence à la marge, elle décide de s'en sortir. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus sur elle et puis sur l'addiction qu'elle a combattue également ? Oui, bien sûr. L'idée de ce film, c'était de dresser son portrait. Donc, c'est une jeune écrivain. Elle a aujourd'hui 25 ans. J'ai commencé à la filmer dès 2008, mais principalement ces dernières années. Et voilà, on la suit dans un parcours qui est un peu un après, un post-cure. Voilà, un moment où elle tente de s'en sortir. Elle était dépendante à quelle drogue ? Quelle est un petit peu son histoire Alors son parcours, pour le résumer, déjà le film traite seulement une période de sa vie, mais elle a été notamment addicte à l'héroïne. Voilà, donc elle a un traitement à la méthadone depuis quelques années. Tout ça s'inscrit dans son parcours, son suivi psychiatrique pour d'autres pour d'autres choses qui ont été découvertes, et puis surtout son bilan évolue. On l'a diagnostiqué d'abord borderline, puis schizophrène et aujourd'hui autiste Asperger. Donc, comment vous l'avez rencontrée ? Alors on est amis en fait. On s'est rencontrés très jeunes pendant notre adolescence, donc avant tout ça dans un certain sens. Et voilà, du coup j'ai pu assister à une espèce de dégringolade progressive qui peut arriver chez beaucoup de jeunes, mais voilà, chez Anna ça a été assez brutal. Et travailler avec elle, réussir à lui faire se livrer également, ça a été du coup plus simple de par les liens que vous aviez pu nouer déjà ? Ouais, bien sûr. Je pense qu'elle me faisait confiance et que moi j'avais envie de faire un portrait qui la respecte et surtout le plus bienveillant possible. Ça n'a pas été facile tout le temps. Elle a abandonné le projet plus d'une fois et puis je pense qu'elle avait besoin aussi de faire ce film. Ça l'a aidé en quelque sorte comme thérapie, d'accompagnement peut-être ? Bien sûr. C'était déjà des rendez-vous qu'on avait ensemble et puis on pouvait en parler toutes les deux. Elle avait un interlocuteur qui suivait son parcours, qui n'étaient pas les habituels médecins, psychiatres ou adultes, parce que voilà, on se connaît depuis qu'on est ado. Et puis aussi, aujourd'hui, c'est un peu un bilan et elle voit tout le chemin qu'elle a parcouru. Donc ça, c'est très chouette pour nous deux. Vous nous direz tout à l'heure comment elle va et comment se passe aujourd'hui la suite de ce documentaire que vous avez pu réaliser. Avant de regarder ce documentaire, je me tourne à présent vers vous. Docteur, vous vous occupez plus particulièrement d'addictologie, mais on va dire sur des drogues douces peut-être, comme le cannabis ou, alors je ne sais pas si déjà la classification vous plaît. Non, pas du tout. Je vais vous laisser préciser votre champ de compétences. Non, du coup. Absolument, il n'y a pas de drogue dure ou de drogue douce. Il y a des drogues qui entraînent une maladie qu'on appelle la maladie de l'addiction. Voilà. Donc après, il y a des drogues légales et des drogues illégales. Donc c'est plutôt dans cette catégorie-là qu'on se... Donc vous intervenez sur le centre de Plaisir ? Alors on n'intervient pas sur toutes les substances dans la toxicomanie qui a besoin d'être substituée. Donc par méthadone ou Subutex, ça on n'intervient pas. C'est réservé à ce qu'on appelle des XAPA, des centres de soins d'accompagnement de prévention d'addictologie. Nous on intervient sur des addictions légales comme le tabac, l'alcool, et comme sur des addictions illégales aussi, comme le cannabis, qui est souvent associé au tabac, et puis sur certaines addictions comportementales. Parce qu'il n'y a pas que des addictions avec des produits, il y a aussi des addictions à des comportements. Et on va parler justement à travers cette émission de ces dépendances et puis de comment s'en sortir également. Et puis cette question que j'ai envie aussi de vous poser, on a entendu parler un petit peu de thérapie en quelque sorte, la façon dont s'est fait l'accompagnement, l'échange qu'il y a pu avoir. Ça peut aider ce genre de choses aussi, de se livrer, d'avoir un lien de confiance avec une personne tierce ? Tout à fait, parce que dans les addictions, de toute façon, la prise en charge, elle est forcément pluridisciplinaire. Elle est certes besoin médical, psychologique, social, éducatif, et puis il y a besoin aussi de garder un certain contact, comme on dit, avec un regard bienveillant, parce que souvent les toxicomanes sont considérés, alors, surtout dans les drogues illégales, mais malgré tout, il y a des drogues légales comme l'alcool, où il y a aussi une connotation négative.
Or, c'est une maladie comme une autre, et certains sont plus fragiles et succombent aux produits alcool, alors que d'autres succomberont à d'autres pathologies. Ça reste quand même une maladie. Donc, on ne choisit pas d'être malade. Donc, on devient malade quand on rencontre quelque chose, que ce soit un virus, une bactérie ou un produit. Et donc, vraiment, en tout cas dans les addictions qui font partie des maladies chroniques, des maladies dans lesquelles on ne guérit pas, on peut se mettre en rémission, mais à tout moment, on peut avoir des rechutes. Et il est important dans ce parcours, c'est souvent un parcours de vie, parce que c'est toute la vie entière qu'on est obligé de se battre contre cette maladie. On est sur le fil et il y a ce risque toujours de rechuter. C'est important qu'il y ait vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Et donc, un accompagnement et un soutien aussi, c'est important. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Vous restez avec nous en plateau. Garance Charfait également. Et on découvre donc ensemble ce documentaire Anna, production La Boîte à Songes et Comic Strip Production. À tout de suite. Tu sens que genre t'as envie que tout soit clean. Toi, ton appart, ta vie, tout quoi. J'ai envie de tout remettre au compteur en fait. Je sais plus, c'est quoi l'expression déjà, les compteurs à zéro? Je vais remettre les compteurs à zéro. Bon, je faisais ça quand j'avais 16 ans. Quand tu m'as connue, tu vois, quand j'étais gamine et que je faisais des conneries, que je faisais exprès de prendre la coke devant tout le monde en soirée pour montrer que moi j'étais une grande et que j'étais une ouf et ça va, j'ai commencé à 14 ans, j'étais ridicule, on a tous fait des bêtises. Au début, on se vante tous de faire des choses que personne ne fait parce que c'est dangereux. Quand t'as 25 ans, ça va, c'est ridicule. Et ça fait un bon moment, ça fait bien plus de 6 ans que j'ai arrêté. De retour sur le plateau de TV78 pour un 7-8 Société consacré aujourd'hui aux dépendances au sens large, à la drogue en particulier, sur la façon de s'en sortir, de se réinsérer dans la société. Un médecin est avec nous autour de cette table et puis également les réalisatrices du documentaire que nous venons de suivre ensemble. Aujourd'hui, comment va Anna, justement ? Elle va beaucoup mieux. On a vu ensemble le film. Elle a vraiment aimé le projet, le rendu, la musique. Voilà, comme tout le monde, elle aime pas sa voix. Des fois, elle se trouve pas très jolie. Mais on a eu des retours positifs et je pense que ça lui fait du bien. Vous qui avez vécu cet accompagnement à l'extérieur, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son parcours, les difficultés qu'elle a pu rencontrer et puis peut-être aussi le regard extérieur aussi, qui était peut-être parfois difficile pour elle? Alors, justement, moi, ce qui m'a frappée, c'est son isolement. Donc, parfois même l'absence d'un regard extérieur. Je pense que, voilà, il y a une espèce de grande solitude parfois dans un parcours de vie qui est marqué par un parcours médical. Elle a la chance d'être entourée par des parents qu'on sent un peu présents quand même dans le film, mais qui eux aussi ont pas été assez bien orientés. Et comme c'est eux qui aident Anna, c'est aussi eux qui la guident. Et voilà, elle dit qu'elle voit des psys depuis qu'elle a 8 ans. Elle en a 27 maintenant. Donc voilà, elle a eu un parcours, un suivi qui l'a pas forcément aidé non plus. Et au moment où on est touché par cette dépendance, l'entourage lâche petit à petit et il reste qu'un cercle très fermé, les amis proches, comme vous sans doute, et également sa famille. Bah bien sûr, ça dépend à quoi on est dépendant. Le problème d'Anna dans sa pathologie, c'est que elle est addicte. Donc elle le dit dans le film, elle a été addicte à l'héroïne. Alors c'est une autre exclusion sociale, mais ensuite elle va glisser vers une dépendance au shopping qui entraîne encore d'autres symptômes. Voilà, et je pense que il faut vraiment soigner l'addiction pour l'addiction aussi, pour ce qu'elle représente chez Anna. L'exclusion, c'est le plus difficile. C'est ce qui semble paraître là. Dans toutes les addictions, il y a un moment donné, il y a une exclusion parce que l'addiction enferme dans un mal-être qui finalement coupe, et c'est une des définitions de l'addiction, c'est qu'on se coupe des autres, on se coupe de ses activités sociales, de ses activités habituelles, de sa famille. Après, il y a toutes les conséquences juridiques, financières. Qui font que la famille, à un moment donné, ne peut plus forcément toujours accompagner. Donc il y a effectivement des familles plus ou moins soutenantes, des familles qui laissent tomber. Le parcours, il est souvent très difficile. Il n'y a pas forcément énormément de lieux de soins, de prise en charge, notamment chez l'adolescent. Quand ça commence jeune, c'est très difficile. Il existe actuellement quelques consultations jeunes consommateurs, mais qui ont été mis, à mon avis, en place
plus tardivement que quand elle a commencé. Donc, effectivement, c'est un parcours long et compliqué. Et souvent, ça s'accompagne, ce n'est pas qu'une addiction. Il y a une addiction qui prédomine, mais on voit que dans son cas, et souvent la plupart des gens qui ont des grosses addictions, ils sont polyaddicts. Ils ont plusieurs addictions. Souvent, la cocaïne s'accompagne d'addiction à l'alcool, au tabac. Elle fume aussi. C'est aussi une autre addiction qui risque de lui entraîner certains soucis, que ce soit même un peu financier, parce que déjà l'héroïne coûte cher, mais le tabac aussi finit par coûter cher, les achats compulsifs coûtent cher. Donc toutes les addictions qui s'associent, effectivement, n'ont pas les mêmes conséquences, mais elles vont entraîner un mal-être de plus en plus important. Et comment vous travaillez dans vos consultations au centre hospitalier à Plaisir en tant que professionnel, qu'addictologue? Comment vous pouvez intervenir et permettre, non pas de faire disparaître, parce que ça reste tout au long de la vie, ce qu'on expliquait tout à l'heure, mais pour limiter tous les dégâts que ça peut engendrer? Déjà, théoriquement, il faudrait commencer par de la prévention, mais extrêmement précoce, parce qu'elle doit être... Parce que ça débute très jeune. Très jeune, voilà. Ça, maintenant, l'âge moyen, souvent d'entrée dans les drogues, c'est plutôt 14 ans. Il faudrait vraiment des préventions presque dans les classes primaires, mais ce qui est très difficile, parce que ce qui crée aussi les addictions, c'est l'accessibilité des produits. Or, tous les produits sont facilement accessibles maintenant. Pour la prise en charge... Juste préciser ce chiffre d'ailleurs que j'avais noté en préparant l'émission, c'est plus d'un tiers des moins de 16 ans qui savent par exemple comment se procurer des drogues comme la cocaïne, l'ecstasy ou encore le GHB. C'est plus d'un tiers des moins de 16 ans, c'est énorme. C'est très facile, il y a même des livraisons à domicile, on se déplace très facilement. Elle dit aussi qu'à un moment elle a failli rechuter parce qu'elle est allée se fournir, voilà. Ouais, on lui a envoyé un SMS. On la relance, des promos voilà, c'est ça. qu'on reçoit. C'est un marché, comme un autre, il est illégal. Et donc, il y a des incitations à ce que les gens qui s'en sont sortis retombent, parce que quand on perd des clients, on n'est pas forcément satisfait. Oui. Mais en tout cas, la prise en charge, elle passe, pour un patient qui a une addiction, elle passe par une prise en charge d'abord en consultation, souvent par une phase de préparation. On ne se sèvre pas complètement, brutalement du jour au lendemain, c'est plutôt très rare. Il y a une phase de préparation. Après, il y a une phase de cure où on peut passer. Souvent, c'est des cures en hospitalisation, mais qui peuvent se faire pour d'autres drogues. L'alcool, ça peut se faire aussi en ambulatoire. Nous, on en fait aussi à l'hôpital de Plaisir. Et puis après, quand on a arrêté un produit, il y a cette phase de maintien de l'abstinence et de prévention des rechutes. Et puis, pour d'autres drogues, comme un petit peu quand même ce qui lui arrive, la prise en charge de sa dépendance à l'héroïne, c'est qu'elle n'est pas sevrée, elle n'est pas abstinente, elle est juste substituée. Elle est substituée par une drogue entre guillemets propre, qu'on appelle la méthadone, que l'on fournit gratuitement et qui du coup permet d'éviter toutes les autres conséquences négatives, sociales et financières qu'a l'héroïne, et surtout sur la santé aussi. Mais même elle le dit, à un moment elle dit qu'elle veut faire un sevrage de son sevrage, elle veut faire un sevrage de la méthadone parce qu'elle en peut plus, elle la considère comme une drogue, à un moment elle dit même un poison, et elle sent qu'il y a une dépendance, et voilà, quand on regarde des chiffres, on voit que les gens qui ont des traitements à la méthadone ou au Subutex considèrent souvent leur traitement comme une seconde drogue qui pose problème. Alors parfois, on peut se sevrer. Oui. Ça peut. C'est plutôt des cas exceptionnels. La majorité continue cette substitution à vie, parce qu'il faut savoir que au niveau du cerveau, il y a une dysrégulation des zones de récompense au niveau du cerveau. Et malheureusement... Et on ne peut pas revenir sur ces mécanismes une fois qu'ils ont été endommagés. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des mécanismes qui ont été endommagés, c'est très difficile de revenir dessus. Et donc, parfois, on est obligé de substituer à vie. Donc, pour l'instant, il existe comme substitution la méthadone, le Subutex, mais aussi la nicotine pour le sevrage du tabac, mais qui ne règle pas tout le problème, parce que dans les dépendances, il y a aussi toujours une connotation psychologique. La dépendance psychologique, elle n'est pas soulagée par les méthadones non plus. Non, et puis il y a un problème aussi avec les traitements dont Anna parle et qui a posé problème, et je pense qu'il a même pu interférer dans les moments où elle rechute. C'est qu'elle a un traitement avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, et elle en devient tout à fait dépendante. En fait, elle prend trop de traitements, et puis ensuite elle va prendre des traitements pour ces traitements qui vont évoluer, qui parfois sont pas compatibles, et ça peut devenir assez dangereux
de mettre des traitements non compatibles. Ouais. C'est le risque aussi quand il y a un suivi, c'est de tout prendre en charge par les traitements finalement pour s'en sortir. C'est pas un risque. Normalement, on ne prend pas en charge que par les traitements, mais il faut pour ça un accompagnement. Alors justement, si on fait un focus sur votre unité, comment vous travaillez ? Vous travaillez avec des psychologues ? Quelles sont les personnes qui accompagnent et comment se passe un accompagnement ? Alors chez nous, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a effectivement des psychologues, des psychomotriciens qui font de la relaxation, des infirmiers, des médecins addictologues dont je suis, et des psychiatres addictologues. Parce que dans beaucoup d'addictions, il y a aussi une comorbidité psychiatrique et donc une souffrance ou une maladie. Et on sait la difficulté parfois des diagnostics psychiatriques, puisqu'elle a eu plusieurs diagnostics jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Et on sait qu'un certain nombre de femmes sont sous-diagnostiquées dans les syndromes d'Asperger, d'autisme de haut niveau. Donc c'est vraiment, nous on a cette prise en charge pluridisciplinaire. La seule chose qu'on ne prend pas en charge, c'est les enfants et les adolescents. Il y a des consultations pour ça spécifiques et on travaille en lien avec des CMP qui prennent en charge les pathologies aussi psychiatriques des gens que l'on prend en charge sur le plan addictologique. L'objectif aussi un petit peu de cette émission à travers le thème, c'est de voir comment on peut se réinsérer dans la société. Est-ce que les résultats que vous obtenez par exemple sont bons ? Est-ce que ça peut se quantifier ? C'est très variable à quantifier. Est-ce qu'il y a une amélioration aussi parce que les traitements, l'accompagnement, la façon d'écouter, la façon d'accompagner évolue ? Oui, déjà, la prise en charge au niveau addictologique, elle a nettement évolué ces dernières années. Moi, quand j'ai commencé la médecine, c'était vraiment très très pauvre. Il y a l'introduction de la méthadone et le Subutex n'existait pas quand j'ai commencé mes études, donc ça a déjà beaucoup réduit un certain nombre de risques. Et beaucoup maintenant dans les études de médecine, on commence à parler de l'addictologie, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Voilà. Donc la réinsertion est possible. Alors la réinsertion, elle est très variable, elle est indépendante des personnes. Ça dépend aussi de l'âge d'entrée dans le soin, parce que souvent l'âge d'entrée dans le soin, elle est tardive. Quand les conséquences sont déjà très importantes, il peut y avoir des troubles cognitifs importants, donc c'est très difficile. On peut en tout cas toujours faire quelque chose pour améliorer la situation, faire que même dans l'état où sont les patients, ils vivent mieux. Les réinsérer complètement, parfois, c'est très difficile et pas possible. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Moi, je trouve que l'addictologie, plus qu'une autre spécialité, c'est une médecine de l'être humain individuel et c'est vraiment à chaque fois un cas particulier, une histoire de vie particulière, une prise en charge particulière et que à chaque fois que je vois un nouveau patient, je commence une nouvelle aventure avec le patient parce que... Avec des types de dépendances aussi qui évoluent, parce qu'on parlait de l'héroïne, par exemple. Vous intervenez sur l'alcool, sur le tabac. Il y a aussi maintenant la classification pour les jeux vidéo aussi, par exemple. Oui, l'OMS vient de reconnaître dans la nouvelle classification. Donc le traitement et l'accompagnement n'est pas forcément le même en fonction de l'addiction. Il y a des prises en charge communes quand même. Il y a des prises en charge communes. Les patients ne sont pas les mêmes, mais il y a des prises en charge communes. Il y a des monoaddictions comme le tabac. Les autres dépendances sont souvent des polyaddictions qui sont associées. Donc il peut y avoir des prises en charge communes. Les prises en charge notamment avec des thérapies cognitivo-comportementales peuvent être communes à toutes les dépendances, qu'elles soient avec ou sans substance. Il y a des prises en charge qui associent maintenant des techniques beaucoup plus modernes, comme il y a l'hypnose qui peut intervenir. Il y a aussi la pleine conscience qui permet de gérer ces moments difficiles. Quand on a besoin de reprendre quelque chose, une substance ou de faire un comportement, c'est qu'on est en souffrance. Donc on peut essayer de pallier cette anxiété. Elle se décrit elle aussi en ayant des moments d'angoisse importants, qu'elle veut noyer ou s'abrutir par la drogue ou les médicaments, qui est aussi il y a certains médicaments, notamment les benzodiazépines, qui peuvent aussi entraîner des dépendances. Oui, elle dit d'ailleurs que ces médicaments-là la shootent complètement, qu'elle a des trous noirs, qu'elle les prend pour s'assommer quand elle a des idées trop sombres et pour que ces idées arrêtent de fuser. Donc vraiment, la puissance de ces médicaments, c'est incroyable. Et surtout, voilà, peu importe à quel point on est bienveillant, méticuleux, ensuite les gens, ils rentrent chez eux avec leur ordonnance, ils ont tous les médicaments devant eux. Est-ce qu'ils le prennent? Est-ce qu'ils le prennent pas? Est-ce qu'ils les prennent bien? Et à quel usage? Et ça, je pense que c'est un autre suivi. Voilà, moi, Anna, dans son parcours, elle est passée un moment à Marmottan où elle a rencontré un Muriel Grégoire qui l'a vraiment suivi. C'est fou d'avoir dû attendre la vingtaine pour avoir quelqu'un enfin qui nous aiguille et qui nous sauve, qui nous prend vraiment. Et voilà, c'est quelqu'un qui a dû partir du centre,
centre. Anna, elle dit que ça correspond plus à ce qu'elle cherche aussi comme aide et comme soutien. Et donc, elle se retrouve encore une fois toute seule. Et elle a plus besoin d'aller à l'hôpital, on le sent. Elle a besoin d'avoir un suivi par un psychologue et plus seulement un psychiatre qui lui prescrit des ordonnances. Sur sa réinsertion dans la société, justement, aujourd'hui, où en est son parcours, même professionnel, même en termes d'entourage, d'amis, est-ce que les liens se renouent, justement Alors ça se renoue parce que on le voit dans le film, c'est quelqu'un qui est très drôle, qui a énormément d'humour, ça lui permet une mise à distance avec ce qu'elle vit, elle est terriblement lucide et en même temps elle réussit quand même à trouver ce qu'il y a de grotesque dans la situation. Et puis c'est quelqu'un qui écrit, qui est très talentueux, il y a un moment où elle lit une de ses nouvelles, donc elle y croit et on a voulu mettre l'accent dessus, mais l'écriture c'est vraiment quelque chose qui la sauve et c'est une solution possible. C'est très important l'écriture et nous d'ailleurs la prise en charge des addictions, il y a des groupes de parole, il y a des groupes d'écriture et on dit toujours vaut mieux mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Donc ça c'est très important et effectivement ce regard qu'elle a sur elle-même, le fait qu'elle puisse le dire devant une caméra, c'est plus que de l'écrire. Je pense que c'est important, c'est une des choses qui l'aide aussi de façon assez efficace à continuer à vouloir s'en sortir. Il y a des ateliers aussi, moi j'ai vu à Marmottan, il y a des ateliers d'écriture, même dans certains GEM ensuite quand on sort des hôpitaux, on peut retourner dans ces maisons qui sont des lieux de vie qui aident beaucoup à une réinsertion. Moi j'ai vu un travail déjà en termes de qualité de ce qui est produit là-bas, il y a des choses très belles et puis ça je pense que c'est un lieu qui permet une réinsertion. Anna elle a des amis évidemment, elle a la famille, elle a l'écriture et puis à travers l'écriture elle touche un certain nombre de personnes aussi et du coup voilà il y a des gens qui viennent vers elle, qui lui demandent où elle en est dans son roman. Etc. Ouais. Si on fait une petite parenthèse, tout à l'heure on a évoqué rapidement l'écart de rechute et c'est presque inévitable la rechute. Ça se gère différemment comme on La rechute elle est quasi inévitable dans les addictions, elle fait partie de la maladie. Et donc après le traitement, l'accompagnement est différent Ce qui est important déjà c'est de déculpabiliser les rechutes et dire déjà pratiquement moi dès le départ je parle des rechutes en disant que ça fait partie de la maladie. Déculpabiliser, écouter son quelque part. Voilà et puis reprendre en charge le problème tout de suite, pas attendre trop longtemps, ne pas avoir l'illusion qu'on va pouvoir maîtriser une première fois si on n'a pas maîtrisé une fois auparavant. Que faut pas non plus dramatiser parce que si on se dit c'est foutu, on va continuer. Donc essayer d'avoir un regard plus ou moins objectif, si on peut l'avoir sur soi-même, pour pouvoir se dire là, voilà, il y a un faux pas, j'ai pas pu gérer autrement mes difficultés que par la reprise du produit, donc je vais de tout de suite me faire aider de nouveau. Et voilà, c'est important d'en reparler tout de suite. Pour terminer cette émission, il nous reste quelques minutes encore. Votre documentaire, la suite pour vous justement, parce que là l'objectif aussi c'était de livrer un témoignage et j'imagine qu'il soit utile. Aujourd'hui, est-ce que ce documentaire a un beau parcours ? Écoutez, il commence tout juste, il vient d'être terminé, il a reçu une belle distinction au Festival Psy de Lorquin, donc on est très content, qu'il y ait aussi un univers psychiatrique qui s'intéresse à Anna. Anna, elle se sent très valorisée, et puis voilà, on continue à l'emmener en festival et on espère qu'il ira loin dans ce parcours-là. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, nous le présenter ici en plateau. Et puis merci à vous, docteur, de nous avoir livré vos éclairages aussi sur le travail d'accompagnement. Cette émission est à revoir sur notre site internet. Et puis le documentaire, lui, elle sera à découvrir si vous nous regardez sur internet dans les différents festivals. Bien sûr, c'est à suivre sur votre page Facebook. Toute l'actualité du documentaire y est, notamment. Voilà. Merci à vous deux. C'est la fin de ce 7-8 Société. À très bientôt sur TV78.